Je suis très heureux de souhaiter la bienvenue au professeur Dominique Ronner pour cette deuxième conférence du cycle de conférences organisée en marge de l'exposition temporaire. Donc l'idée, c'est de pouvoir approfondir des sujets, élargir des sujets tout en restant dans la thématique de l'exposition. Je présente en deux mots, parce que je pense que vous le ferez mieux que moi. Le professeur Ronner est co-directeur du département d'économie à HEC Lausanne. C'est juste. Et spécialiste, entre autres, des questions d'économie et de conflits, notamment les questions liées à la gestion des ressources naturelles et de leur impact sur les conflits, ou encore des chocs climatiques et de leur impact sur les conflits. Professeur, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Alors, il y a quelques slides, quelques transparences qui sont en anglais, mais tout ce que je pouvais traduire, j'ai traduit en français, mais certains trucs, c'était juste pour des raisons de design, je n'arrivais pas à modifier le truc. Mais si vous avez quelconque question, n'hésitez pas à interrompre quand vous voulez, évidemment. Donc, un peu le plan, le menu du jour. Donc, d'abord, je vais parler un peu la vue d'ensemble. Est-ce que le monde va mieux? Est-ce qu'il va moins bien? Bon, peut-être en lisant les journaux, vous connaissez déjà la réponse. Après, il y a les facteurs de risque. Quels sont les facteurs qui expliquent les guerres? Après, je vais parler plus spécifiquement de l'impact du réchauffement climatique. Je vais aussi parler de l'exploitation minière. Donc, est-ce que les mines, des minéraux, est-ce qu'ils jouent un rôle important ou non? Et puis à la fin, je vais parler de la transition verte en général. Qu'est-ce que ça peut amener en termes de paix? Alors, comment s'appellera avec ce graphe? Ce graphique, si vous voulez, bon, c'est un peu petit, mais ça commence en 1946, après la Deuxième Guerre mondiale, et c'est jusqu'à aujourd'hui. Et puis, ça montre l'évolution de nombre de conflits armés dans le monde. Donc, ce n'est pas top. Vous voyez, c'est plutôt crescendo que ça diminue, quoi. Vous avez différents types de conflits aussi. Vous avez les conflits interétatiques qui sont très souvent dans les nouvelles, mais qui en termes de nombre, voilà, il y en a peut-être 2-3 par année, mais il y en a beaucoup plus de guerres civiles encore, malheureusement. Ça, c'est ce que interétatique, on va ici en plus foncé. Après, il y avait des guerres et puis ça, interétatique, ça serait la guerre d'Ukraine, par exemple, évidemment. Après, on voit l'évolution des conflits extra-state, c'est des conflits de décolonisation. Donc ça serait la guerre d'Algérie, par exemple. Et ça, c'est ce qu'on voit en gris. Et puis, heureusement, au milieu des années 70, ça s'arrête un tout petit peu. Et après, ici, en couleur claire, on a des conflits qui commencent comme une guerre civile, mais après qui commencent à s'internationaliser. Ça pourrait être la guerre du Congo, par exemple. La guerre du Congo, c'était une guerre où, au début, c'était une guerre civile, mais après, à la fin, il y avait l'Angola, Ouganda, Zimbabwe et plein de pays qui commencent à se mêler de cette guerre. Ou la guerre de Syrie, peut-être on pourrait dire que ça commence aussi un peu à avoir plusieurs pays qui commencent à s'enliser dans cette guerre. Et après, la grande catégorie, ce qu'on voit ici, ça c'est les guerres civiles. Et donc vous voyez bien qu'en fait, avant la guerre de l'Ukraine, les chercheuses et chercheurs dans le monde entier qui étudient les guerres, on se focalisait sur ça. Essentiellement, on étudiait des guerres civiles en Afrique, en Asie. Et puis, là, vous avez sur l'axe vertical, vous avez le nombre de guerres. Et là, actuellement, on a plus que 50 guerres. Donc, dans les médias, on parle de Yémen, on parle de Ukraine, on parle de Gaza, on parle un peu de Syrie. Mais en fait, c'est moins qu'un dixième qui sont couverts. Après, par exemple, la guerre en Afrique centrale, Central African Republic, c'est un petit pays. Personne n'a jamais entendu parler de ce pays. Et puis, il y a une guerre grave, mais
la plupart des gens, pas personne, mais la plupart des gens, quand je parle, ils n'ont jamais entendu parler de ce pays parce que ce n'est pas du tout couvert dans les nouvelles. Et donc, du coup, on a tendance à sous-estimer le problème. 50 pays, c'est un quart des pays du monde qui sont en guerre actuellement. Donc, et puis le fait que ce soit plutôt que ça augmente plutôt, ben c'est encore plus inquiétant. Au même temps d'ailleurs, quand on regarde les scores de démocratie au niveau mondial, ça a augmenté pendant pas mal de temps. Et les derniers 15 ans, au niveau global, c'est plutôt en train de diminuer. Le niveau de démocratie au niveau mondial, si on essaye de mesurer ça avec des statistiques. Donc c'est aussi une autre évolution qui est liée à ça, évidemment, et qui inquiète aussi. Donc ça, c'est un peu pour nous mettre dans le bain, en quelque sorte. C'est un peu déprimant. J'aurais préféré présenter d'autres chiffres, mais c'est vrai que c'est un peu la situation qu'on est en train de vivre au niveau statistique. Alors, après, juste pour un peu, quand je parle des différents types de guerres, juste qu'on soit clair sur les concepts. Donc, les conflits armés, en gros, il y a deux types. Il y a les unilatéraux. Les conflits un peu unilatéraux, en anglais on appelle ça one-sided conflict, et ça c'est les gouvernements qui massacrent leurs propres citoyens. Ça c'est les purges staliniennes, c'était les Khmers rouges en Cambodge par exemple, c'est qu'ils massacrent des civils. Après il y a les guerres bilatéraux où en fait il y a deux parties qui ont des armes, et ça ce serait... par exemple, c'était la guerre du Congo ou la guerre en Ukraine. La plupart des guerres, il y a quand même, c'est pas seulement des massacres de civils, mais c'est aussi des combats, des batailles. Et puis quand on va distinguer après entre des guerres civiles, guerre civile, c'est simplement les gens du même pays qui s'attaquent. Donc c'est en Yémen, c'est un des groupes de la population qui lutte contre un autre groupe de la population. Donc c'est une guerre civile, on parle d'un pays, et guerre internationale, on parle de deux pays, un pays qui attaque l'autre. La plupart des résultats de recherche qu'on a étudiés, des centaines de chercheuses et chercheurs dans le monde entier, et dont je vais un peu parler, ça concerne les guerres civiles. Juste parce qu'il y avait beaucoup plus, et donc si on veut faire des statistiques, c'est difficile de faire des statistiques avec une observation. Par exemple, si on dit est-ce qu'on peut statistiquement prévoir ce qui va se passer en Ukraine, c'est dur, parce qu'on peut comparer la situation en Ukraine avec d'autres grandes situations dangereuses dans l'histoire de l'humanité, mais de vraiment faire une analyse statistique, c'est pas facile, parce qu'il n'y avait pas 15 000 cas comme l'Ukraine où on a ce genre de situation. Pour faire des statistiques, en gros, il faut plus que 30 cas. Et s'il y en a moins que 30 cas, c'est dur de faire au niveau justement d'avoir assez de variance statistique, si vous voulez. Alors, je vais parler de... Alors, je vais déjà faire un peu la pub pour mon livre qui va sortir cet été. Ce sera d'abord en anglais, j'espère, à un moment donné, on va essayer de le traduire. Donc ce livre, il va faire un peu... ça va être un peu un résumé de la recherche que mes collègues et moi et des gens un peu partout dans le monde ont fait, et puis mais écrit de manière accessible. Donc c'est plutôt un popular science book, si vous voulez. On va voir si c'est populaire ou non, mais en tout cas c'est un livre de vulgarisation. Il n'y a pas de maths dedans, il n'y a pas de grands tableaux statistiques, il y a plutôt des anecdotes historiques, si vous voulez. Et puis là, je vais parler un peu de facteurs de risque qui ont reçu beaucoup d'attention. Et puis, dans un but un peu d'accessibilité, je parle simplement un peu librement sans forcément vous montrer des maths ou des graphes ou des choses. Alors, premier facteur, la pauvreté. Donc là, si vous voulez voir, les 50 pays les plus pauvres du monde, ils ont quasiment tous, quasiment sans exception, ils ont eu des conflits armés ces dernières années. Donc le lien entre
pauvreté et guerre est extrême. Et ça va évidemment dans les deux sens. Une guerre, elle appauvrit le pays, comme vous avez si bien expliqué, monsieur, par rapport à la grippe espagnole, par exemple. Donc la guerre, elle va détruire plein de choses, elle va appauvrir le pays. Donc c'est un facteur de pauvreté, mais la pauvreté, c'est aussi une précondition pour la guerre. C'est très rare que des pays riches vont commencer à se retrouver en guerre civile. Il y en a 2, 3 exemples, Pays Basque, l'Irlande du Nord. Il y a quelques exemples, mais c'est très très rare. En général, la plupart des conflits armés, c'est dans des pays très pauvres. Et une des raisons, c'est évidemment que si nous, on a tous des boulots sympathiques, et intéressants et bien payés, on préfère être tranquille, prof à l'Uni, à écrire nos textes avec une tasse de café plutôt que de courir dans les rues avec une Kalachnikov. C'est pas très fun. Alors, on va se faire recruter comme soldat rebelle si on n'a pas d'autre choix dans la vie. Si on n'arrive pas à nourrir la famille, si on est complètement désespéré, dans ce cas, c'est la seule option qui nous reste et puis on va aller se faire recruter comme soldat rebelle. Mais si on a d'autres opportunités, simplement un boulot normal dans une économie normale, la plupart des gens, sauf peut-être 2-3% de sadiques, n'ont aucune envie de commencer à tuer des gens avec une Kalachnikov. Et donc, du coup, si le pays a une économie forte qui peut nourrir les gens et qui peut offrir des perspectives, en général, ça va être compliqué pour des warlords ou des rebelles ambitieux qui ont envie de prendre le pouvoir. Ils ne vont pas réussir facilement à réunir des troupes, parce qu'en fait, il faut payer les soldats rebelles. Donc, Che Guevara, quand on voit Che Guevara sur les t-shirts avec un peu beau gosse, etc., c'est l'exception. En fait, Che Guevara, la raison qu'il est sur les t-shirts, c'est que c'est un rebelle un peu atypique. Alors, il a tué plein de gens, il n'est pas non plus, c'est pas un ange, mais à la base, l'image qu'on a de Che Guevara, c'est quelqu'un qui avait, son but principal, c'était pas forcément de s'enrichir, mais il y croyait à la cause. Et c'est pour ça que Che Guevara, il fascine beaucoup de monde, parce qu'il y croyait à la cause, tandis qu'il y a beaucoup de rebelles dans le monde entier où certains y croient à la cause, mais beaucoup ils sont là pour s'enrichir. Et vous allez voir ça quand on fait les statistiques avec les zones minières qui attirent la violence. Donc je vais avoir quelques graphes. Donc la pauvreté, c'est vraiment un grand facteur et c'est pour ça qu'on a aussi fait des études avec certains collègues où on a regardé que la construction d'écoles en Indonésie, par exemple, c'est un facteur qui peut diminuer fortement les conflits. Un programme de lutte contre l'HIV en Afrique, des programmes de santé publique peuvent aussi, on a trouvé statistiquement que ça diminue beaucoup les risques de guerre. Par contre, par exemple, des chocs météorologiques adverses, une sécheresse ou des problèmes de ce type, ça, c'est plutôt de nouveau un facteur de risque. Donc on voit bien que en luttant contre la pauvreté, on peut, comme effet secondaire aussi, pouvoir amener la paix. Donc, voilà, il y a du boulot, c'est important qu'on s'y colle. Polarisation ethnique. Donc, polarisation ethnique, quand on parle de polarisation ethnique, c'est qu'il y a quelques groupes de taille importante dans un pays. Donc, si vous avez un pays comme le Ghana qui a des dizaines de petits groupes ethniques, c'est moins explosif que si vous avez un pays comme le Rwanda où il y a les Tutsis, les Hutus et les Twa. Là, c'est beaucoup plus explosif. La Suisse, elle serait aussi un peu explosive à la base avec les Suisses allemands, les Romans et puis les Italophones. En Suisse, en principe, en termes de simplement purement la composition linguistique ou religieuse à l'époque, au Moyen-Âge du pays, à la base, c'est dangereux. Mais la Suisse, heureusement, qu'on a trouvé des manières de faire, ce qui m'amène au troisième point. Donc en Suisse,
bon, je vais être bref parce que je pense que si vous êtes des muséphiles qui viennent souvent dans des musées, je ne vous apprends pas grand-chose, mais en Suisse, en gros, ce que je raconte à mes étudiants, où ils ne sont pas tous tout le temps dans des musées comme vous, mais donc à mes étudiants, ce que j'aime bien raconter, c'est effectivement l'histoire de la Suisse où le Moyen-Âge, pour simplifier beaucoup, vous êtes historien, monsieur, non? En partie. Ouais, donc vous me corrigez si je dis des bêtises, mais en gros, dans le Moyen-Âge, les catholiques et les protestants se tapaient dessus sans cesse, il y avait des guerres religieuses sans cesse, et après, en 1847, il y avait la dernière grande guerre, et puis la guerre du Sonderbund qui était gagnée par les protestants, et puis les protestants, ils avaient le choix entre l'option de défaut, l'option standard. L'option standard, c'était massacrer les perdants, ou l'option plus noble et plus intelligente, c'était de partager le pouvoir. Eh bien, ils ont choisi l'option 2. Ils ont donné beaucoup de pouvoir aux catholiques qui, après, étaient assez rapidement intégrés dans le gouvernement. Il y a un parlement bicaméral où les petits cantons ont plus de poids que les grands cantons. Donc, les petits cantons catholiques de la Suisse centrale vont avoir plus de poids dans le Conseil des États. Et puis aussi, quand il y a la double majorité, donc là, pour les votations sur la troisième rente AVS, on savait vite qu'il y aurait une majorité de la population, mais en fait, cette votation a été décidée à Uri-Nidwald et dans les cantons catholiques de Suisse centrale. Donc, en fait, quand on pense en 1847, ils avaient le choix entre être généreux ou simplement abaisser les perdants de la guerre. Et puis, c'est incroyable comme ils étaient généreux. Vous voyez, le fait que vous gagnez une guerre et vous donnez pas seulement la moitié du pouvoir aux perdants, mais vous donnez plus que la moitié du pouvoir aux perdants, dans le sens que les petits cantons suisses allemands catholiques sont surreprésentés un peu politiquement en Suisse. C'est quand même d'une générosité incroyable dont ils ont fait preuve les protestants qui ont gagné la guerre. Et donc, avec ces politiques de partage de pouvoir à la Suisse, ça c'est un des grands facteurs qui peut diminuer le risque de guerre. Et ce n'est pas seulement pour la Suisse, mais on a vu ça de manière généralisée. Donc, par exemple, on a fait une étude pour l'Irlande du Nord avec un collègue, Hannes Müller, de Barcelone. Et puis, on a regardé différentes municipalités d'Irlande du Nord. Et puis, on regardait lesquelles ont, pour des arithmétiques électorales, été obligées d'avoir des gouvernements de coalition entre catholiques et protestants. En fait, si vous voulez, on a comparé des cas où les protestants, par exemple, avaient 51% des votes et ils pouvaient gouverner tout seuls, avec des cas très similaires, mais où ils n'avaient que 49% des votes, et puis ils étaient obligés de faire une grande coalition à la Suisse avec les catholiques. Et ce qu'on a vu, c'est qu'aux endroits où ils étaient obligés de travailler ensemble, le nombre de morts de la guerre d'Irlande du Nord a chuté spectaculairement. Donc le fait de travailler ensemble, de faire des grandes coalitions, un peu comme le Conseil fédéral en Suisse, ça fait une très très grande différence. Et puis, et même au niveau, au-delà des études de cas, il y a une équipe de chercheurs à l'EPF7 à Zurich autour de Lars-Erik Sederman et co-auteurs qui ont fait une espèce de score un peu d'intégration de est-ce que les groupes ethniques minoritaires sont discriminés ou ils sont intégrés. Est-ce que les Tessinois, ils sont jamais au gouvernement ou est-ce qu'il y a Ignacio Cassis qui est au gouvernement? Ce qu'ils ont montré au niveau mondial, c'est que c'est un des plus grands facteurs de risque. Donc en fait, si vous avez un groupe minoritaire discriminé, c'est ça qui risque de faire exploser la cocotte minute, si vous voulez. Et donc, c'est pour ça que la démocratie, c'est vraiment
une précondition de paix, une des plus fondamentales. Après, quatrième facteur qui joue un rôle vraiment important, et là on a fait plein d'études, c'est les ressources naturelles. Donc le pétrole, c'est du poison, en gros. Les États pétroliers, et puis on voit maintenant même dans les guerres, voilà, il y a pas mal de puissances dictatoriales où le pouvoir est basé sur les ventes de pétrole, quoi. Et donc, et ça, même statistiquement, quand on regarde au niveau mondial, le pétrole ou aussi la production de certains minéraux vont être une des raisons qui vont pousser à la guerre, parce que souvent, c'est des choses avec beaucoup de valeur qu'on essaye de contrôler. Donc, en fait, les rebelles, ils ont besoin de ressources, d'argent pour financer leur lutte. Et puis, ils sont aussi plus attirés s'ils ont des choses qu'ils peuvent voler. Donc, les histoires si vous vous rappelez le film avec Leonardo DiCaprio, les Blood Diamonds avec les diamants de sang, de guerre, en fait, c'est du Hollywood, mais c'est vraiment basé sur la réalité. Donc, malheureusement, ça reflète relativement bien la réalité. Donc, les ressources naturelles, c'est un grand facteur de risque. Et donc, je vais vous parler aussi d'une étude qu'on a faite par rapport à ça. Là, c'est un graphe très compliqué que je vais skipper, mais juste au cas où, si on a trop de temps et si quelqu'un s'intéresse pour les détails, je peux faire le tour de ce graphe. Mais là, je vais parler d'une étude qui s'appelle Heat and Hate et qui est vraiment le plus spécifiquement sur l'environnement. C'est pour ça que je parle de cette étude en particulier. Et donc, c'était une étude qu'on a fait avec un ex-doctorant de moi, Ulrich Eberle, qui est maintenant aux États-Unis, et puis avec mon collègue Matthias Töni, qui est aussi prof à Lausanne. Et donc, en fait, la question qu'on se posait, c'était est-ce que s'il y a plus de sécheresse, est-ce que s'il y a des chocs de température qui montent, est-ce que ça augmente le risque de guerre? En particulier, dans les médias, on voit assez souvent des conflits entre des groupes nomadiques qui ont le bétail et puis des groupes sédentaires qui font l'agriculture de plantation. Et donc, on voit, surtout dans les zones Sahel du monde, en fait, il y a beaucoup d'affrontements entre ces deux groupes, les groupes nomadiques avec leur bétail et les groupes qui sont sédentaires à un endroit précis. Et puis, en fait, on avait l'impression, mais c'était basé sur des anecdotes, on avait l'impression que ça devient de plus en plus violent, ce type de conflit, avec la sécheresse et puis avec le changement climatique, où si ça devient... En fait, l'histoire qu'on avait en tête, elle est assez simple, c'est que s'il y a moins d'eau, et puis s'il fait plus chaud, pour les nomades avec leur bétail, c'est de plus en plus difficile de nourrir leur bétail, et donc ils sont obligés d'aller plus loin. Donc si à l'époque, les nomades autour de Genève, ils pouvaient survivre en allant vers Nyon, vers Versoix, vers Saint-Julien, etc., maintenant, vu que c'est devenu plus sec et plus chaud, ils sont obligés d'aller plus loin. Donc ils vont aller à Morches. Et à Morches, c'est la première fois qu'ils sont à Morches. Ils connaissent personne à Morches. Et puis là, ils n'ont pas encore pu établir un contact. Et là, c'est des facteurs de risque de conflit. Parce qu'ils vont détruire, sans le vouloir, peut-être les champs d'un paysan à Morches. Et puis, parce qu'il y a une compétition de plus en plus poussée pour les peu d'endroits qui sont encore fertiles avec le changement climatique. Donc, c'est ça un peu l'idée à la base. Bon, je vous barre de vue, mais en gros, c'était ça l'idée. Alors, ce qu'on a fait, c'est que statistiquement, on a utilisé des données très précises avec des petites cellules de 50 km x 50 km, comme un tapis de petits patchwork de petites cellules qui couvrent toute l'Afrique. Et puis, pour chaque cellule, on sait, est-ce que c'est une cellule où il y a plusieurs groupes, des nomades et des groupes sédentaires, ou est-ce que c'est une cellule où il n'y a qu'un type de groupe qui sont présents.
Et puis, pour chaque endroit, on a aussi des chiffres de qu'est-ce qui s'est passé en termes de température, est-ce qu'il y a eu des chocs de température. Et donc, on a comme variable dépendante qu'on a essayé d'expliquer, c'est est-ce qu'il y a plus de guerre ou est-ce qu'il y a moins de guerre au niveau de ces petits endroits de petites cellules. Donc, ça pourrait être le district de Morche, le district de Nyon en termes de taille. Et puis, on expliquait ça avec à la fois des chocs de température, des chocs de sécheresse, mais aussi en tenant compte justement, est-ce que c'est un endroit où il fait toujours chaud ou et qu'il n'y a qu'un type de groupe, ou est-ce que c'est typiquement ce genre d'endroit où différents types de groupes sont en compétition pour le peu de sol fertile. Voilà. Donc, alors on avait des cartes très détaillées. Vous voyez ces petites cellules, c'est les petits pixels qu'on voit là. Donc on a des cartes très détaillées sur la température. Et puis là, si justement il y a plusieurs groupes ou un type de groupe, donc les endroits où il y a cette compétition entre différents groupes, c'est en rose ici. Donc ça va être ici un peu dans la zone Sahel. Par exemple, ici, il y a le plus de... Donc c'est un peu à la marche des différents endroits. Donc ce n'est pas dans le Sahara où il y a essentiellement des groupes nomadiques historiquement, et ce n'est pas non plus là où il y a la forêt tropicale avec des groupes plutôt qui plantent, qui sont sédentaires, mais c'est un peu entre deux. C'est là la zone Sahel où on est un peu entre le Sahara et puis la forêt tropicale. Et donc, voilà, en sachant à quel endroit il y a les chocs de température et où sont les groupes, on a pu comparer ça avec les conflits. Et là, on a une carte avec les conflits où vous voyez, plus de conflits, c'est plus rouge, et puis plus clair, c'est moins de conflits. Et puis, on voit un peu à quels endroits, le Congo par exemple, quels endroits, et puis dans la zone Sahel, où est-ce qu'il y a beaucoup de conflits. Okay. Et puis, quand on combine toute cette information, on a pu estimer, on a pu faire des prédictions. On a pu se dire, on fait des simulations. Maintenant qu'il y a le réchauffement climatique et puis les températures ils vont augmenter, un peu comme les glaciérologues qui estiment qu'est-ce qui va se passer avec les glaciers, comme on a vu dans l'exposition. Nous, on se posait la question, si les températures augmentent, c'est à quels endroits où on doit être le plus vigilant pour ne pas avoir plus de conflits. Et puis, c'est une information utile parce que l'ONU va peut-être se poser la question où est-ce qu'on met les casques bleus. Eh bien, les endroits où il y a le plus de risques, ça va être ici, typiquement dans la zone Sahel. Donc, c'est assez en lien avec ce qu'on voit dans les médias où c'est des pays comme le Mali, Niger, Burkina Faso, Nigeria, où effectivement en ce moment c'est très très explosif. Voilà, donc ça c'est un peu un exemple d'une étude qui regarderait entre le lien entre réchauffement climatique et puis une augmentation de guerre. Alors après je vais pas faire trop long parce que je sais qu'à notre époque notre temps d'attention a diminué avec TikTok et toutes les choses. En tout cas, pour mes gamins, c'est le cas. Comme peuvent attester les grands-parents, non? Donc, c'est clair que leur attention span a un peu diminué. Donc, du coup, je ne vais pas faire trop long, mais on a tout le temps, si ça vous intéresse, pour les questions. Mais là, je vais parler d'une autre étude. Et puis, cette autre étude, elle est... on a fait avec quelques collègues français, Nicolas Berman, Mathieu Coutenier et Mathias Teunig. On a publié dans une revue américaine il y a quelques années. Et puis là, on se posait la question, c'était des données similaires. De nouveau, on a utilisé des pixels, des petites cellules qui couvrent toute l'Afrique, 10 000 pixels comme ça. Et puis, on voyait, pour chaque pixel, on a pris une base de données par rapport à qu'est-ce qu'ils produisent comme minéraux. Et puis c'est ce qu'on voit ici sur la carte à droite, où ici, ici au milieu du Sahara, ils ne produisent pas grand-chose. Mais vous voyez que là, chaque endroit, c'est un endroit où ils produisent quelque chose, mais pas forcément la même chose. Donc si par exemple là, vous produisez de l'or,
et là vous produisez de l'argent, et là vous produisez du lithium, ben, pour chaque endroit, on sait exactement ce qu'ils produisent. Et puis après, on a utilisé des données sur les prix qui ont flambé dans les années 90, avec les portables, par exemple. Ben, si Nokia sort le nouveau iPhone 25, donc là on est, je ne sais pas à combien on est, si c'est 15, voilà, moi je suis encore bien au-dessous de ça, mais voilà, si Apple à l'époque sortait le nouveau iPhone 4 ou je ne sais pas quoi, ben là, ben, si eux ils utilisent beaucoup de nickel et lithium, dans l'année où le nouveau iPhone sortait, ben, les prix de nickel et de lithium ont flambé. Et 2 ans plus tard, ils ont inventé quelque chose qui avait besoin de cuivre, donc le prix de cuivre a flambé. Donc chaque année, c'est le prix d'autre chose qui flambe. Et c'est pour ça qu'on peut comparer, si là on a une mine de cuivre et là une mine d'or, ben dans l'année où le prix du cuivre flambe, ben je m'attendrais à avoir plus de conflits là. Et puis si le prix de l'or flambe, ben là avec l'or, c'est là qu'il y a plus de conflits. Donc l'idée, c'était de mesurer si des flambées de prix de minéraux vont inciter des rebelles à essayer de voler les mines et d'occuper les mines pour après devenir riches en quelque sorte, et puis de financer leur lutte armée. Eh bien, en gros, on voit qu'il y a un très grand effet. Donc là, de nouveau, il y a un peu les conflits dans notre sample, notre échantillon. Là, il y a les zones minières, on a fait une analyse statistique, et puis, en gros, on estime pour chaque pays quelle part des conflits, quel pourcentage de conflits peuvent être expliqués par des motivations d'avoir le contrôle sur les zones minières. Et puis là, ça varie d'un pays à l'autre, mais en moyenne, c'est à peu près un cinquième. Donc 20%, un conflit sur 5 est juste par rapport, est justement motivé par les questions de pouvoir occuper une mine et voler les minéraux et puis vendre les droits miniers à une compagnie internationale. Donc c'est quand même assez choquant. Donc on est assez loin de l'image de Che Guevara sur les t-shirts, mais on est plutôt vraiment on est plus proche d'une violence organisée, si vous voulez. Et puis, bon, après, là, il y a un autre graphe que je pourrais expliquer qui, si ça devient un peu technique, après, c'est un peu moins intéressant. Mais là, en gros, ce que vous voyez là, c'est que sur l'axe horizontal, vous avez la distance par rapport à la dernière bataille d'un certain groupe. Et puis, en haut, c'est est-ce qu'il y a... est-ce qu'il y a un risque de conflit qui se passe aujourd'hui? Et puis, à gauche, on a une situation quand ils n'ont pas gagné de mine, et puis à droite, ils ont gagné une mine. Alors, vous monsieur, vous vous appelez comment? Marc-Éric. Marc-Éric. Alors, si monsieur Marc-Éric a, par exemple, gagné une mine, et moi, je n'ai pas gagné de mine. Et puis, là, on voit des distances en kilomètres. Donc, et là, on est à Morche, ok? Donc, la probabilité que moi, Dominique, avec mon groupe armé, les Dominicains, dans cet exemple, avec mon groupe armé, que j'arrive à conquérir une nouvelle mine ou de commencer une bataille à une distance de 300 km, Zurich par exemple, ben, elle est très très faible, on est proche de zéro. Mais Marc-Éric, hein, c'est ça? Mais Marc-Éric, monsieur Marc-Éric, lui, il vient d'occuper la mine de Morche. Ben, lui, la probabilité qu'il arrive à attaquer une ville à proximité, allez, Genève, à 50 km, est déjà à 20%. Et le fait qu'il puisse même aller attaquer jusqu'à Nice, ben, il est encore à 10%. Donc, en fait... le fait d'occuper une mine, ça aide un groupe armé à projeter leur pouvoir et puis à faire une escalation de la violence et de la guerre. Donc l'effet est très néfaste, pas seulement à court terme, mais aussi à long terme. Donc, et puis pour le pétrole, c'est un peu similaire. Donc en quelque sorte,
le fait de voler des ressources naturelles, c'est une très grande motivation de la violence. Et puis là, c'est là tout le problème. Donc, évidemment, sortir du pétrole le plus vite possible, c'est déjà une bonne chose, parce que ça va diminuer tout le risque des guerres liées au pétrole. Évidemment, le problème, c'est que pour sortir du pétrole, il faudrait avoir des panneaux solaires, etc., des batteries qui utilisent des minéraux. Donc, du coup, on doit bien réfléchir comment on peut faire pour éviter qu'on remplace des guerres de pétrole par des guerres de minéraux. Et ce qu'on trouve dans ce papier, c'est qu'il y a deux choses qui vont avoir un très bon effet pour éviter les guerres par rapport aux minéraux. La première chose, c'est la traçabilité. Donc, si j'achète une bague à ma chère femme, ma chère épouse, par exemple, je devrais voir le diamant, que ce soit un diamant certifié, et puis ce ne soit pas un diamant volé, un diamant de guerre exporté illégalement dans une zone de guerre. Et puis ça c'est le Kimberley Protocol qui certifie, par exemple, les diamants. Mais pour plein de minéraux, il y a maintenant des effets, il y a des procédures de certification, de traçabilité, et puis on voit qu'en fait, quand on peut tracer quelque chose, ça diminue à fond le risque de guerre parce que c'est beaucoup moins lucratif d'occuper une mine quand on ne peut pas vendre les choses. C'est comme si vous avez moins envie d'aller voler un Michelangelo au Louvre si vous ne pouvez pas le vendre après. Vous voyez, c'est un peu la même logique. Donc ça, c'est le premier facteur, la traçabilité, la transparence. Et le deuxième facteur, c'est un peu le comportement des multinationales en général. Donc, on trouve que les mines qui appartiennent à des multinationales qui souscrivent à des pratiques éthiques et puis qui traitent bien la population locale, là, pour ce genre de multinationales, le risque est beaucoup, beaucoup plus faible que pour les multinationales les plus cyniques et cruelles et avides. Donc, il y a différents... Donc, pas toutes les multinationales sont pareilles, il y en a des meilleures et des pires. Et puis ceux qui se comportent mieux, l'effet est beaucoup plus faible d'augmenter les guerres que pour ceux qui se comportent vraiment mal. Là, ils ont un immense effet à augmenter les guerres. Donc, du coup, même si on doit avoir plus de minéraux pour faire nos batteries, pour sortir du pétrole, si on gère ça bien, ce n'est pas une fatalité, on arrive à trouver des solutions. Alors, je vais vous parler d'un autre livre qu'on a déjà sorti. C'est un livre qu'on a édité avec des autrices et auteurs du monde entier. On a édité avec Christian Gollier, qui est prof à Toulouse. On appelle ça « Peace, not pollution ». Et puis, on fait justement le lien entre le changement climatique et puis la mauvaise politique. C'est un livre qui est déjà publié et qui est en open access. Donc, vous pouvez télécharger le PDF si vous voulez. Vous trouvez sur mon site web ou tapez ça dans Google, vous trouvez très vite. Et donc, dans ce livre, qu'est-ce qu'on dit dans ce livre? Dans ce livre, on fait le constat que le problème, c'est que on aimerait faire une transition verte, mais il y a beaucoup de résistance. Par exemple, pensons aux gilets jaunes en France. Il y a beaucoup de résistance contre les politiques vertes. Souvent, en Suisse, on avait la votation il y a quelques années qui a été rejetée de justesse par rapport au CO2. Et donc, ça devrait nous interpeller. Et puis, quel est le problème? Il y a plusieurs problèmes. Parce qu'on a... Vous voyez, certains groupes très radicaux, leur solution, c'est simplement arrêter la démocratie et d'imposer quelque chose. Mais on est en démocratie en Suisse. On n'a pas envie d'arrêter la démocratie. Donc, si la population vote quelque chose, il faut respecter la population. On est en démocratie. Mais il faut plutôt... proposer des politiques en fait qui sont plus attractives. Donc si certaines politiques sont rejetées, il ne faut quand même pas dire que les gens sont bêtes et puis il ne faut pas non plus abolir la démocratie, mais il faut repenser les politiques de manière à ce que ça puisse être attractif pour le plus grand nombre dans la population. Alors la première chose,
qu'on a trouvée, c'est que c'est important, pas seulement de réduire l'énergie sale, pétrolière, les usines à gaz, etc., mais il faut en même temps aussi augmenter à fond l'énergie verte. Parce que si ce que vous faites, c'est seulement arrêter l'énergie sale, la production d'énergie sale, mais en même temps, si tout ce que vous faites, c'est de bannir l'énergie sale, mais vous n'allez pas augmenter à fond l'énergie propre, le problème, c'est que les prix vont flamber. Vous voyez, donc, et puis si les prix flambent, ben, ça va aider les populistes. Parce que les populistes vont dire « Ah, le changement climatique, on n'y croit pas », etc. Vous avez les gens dans la rue, et puis c'est contre-productif. Donc, ce qui est important, c'est qu'il faut à la fois baisser l'énergie sale et augmenter l'énergie propre afin de pouvoir stabiliser les prix, qu'il n'y a pas une flambée de prix, parce que les flambées de prix vont heurter les plus pauvres de plein fouet. Parce qu'en fait, si vous êtes super riche, vous avez une magnifique villa au bord du lac à Coppet et puis un salaire de 2 millions, en fait, votre facture d'électricité ne va pas être très, très importante pour vous. Comme part de votre budget, l'électricité, ça vous indiffère. Maintenant, si vous travaillez et vous gagnez le salaire minimum et vous gagnez très très peu, du coup, en termes de pourcentage, ce que vous payez pour l'électricité et l'eau va être une partie beaucoup plus importante pour votre budget. Donc, si maintenant les prix d'électricité augmentent à fond, les ménages qui gagnent le moins vont être le plus fortement frappés. Et puis, c'est comme ça que ça s'explique pourquoi il y a toute cette résistance contre certaines politiques vertes. Par exemple, pourquoi une telle mobilisation des Gilets jaunes en France. Donc ça, c'était la première chose qu'on a trouvée. La deuxième chose, c'est que les taxes vertes doivent être progressives. Donc le problème, c'est un peu lié au premier problème, c'est qu'en fait, si on fait une taxe verte, elle va être plus douloureuse pour les gens qui ont des revenus plus bas. Parce que c'est une partie du budget c'est le même mécanisme. Si vous êtes multimillionnaire, la part de votre budget que vous payez pour l'électricité ou l'eau, c'est des miettes. Pour vous, c'est des cacahuètes. Tandis que si vous avez un revenu faible, c'est vraiment une grande partie de votre budget. Et donc, si vous mettez des taxes sur ça, il faut trouver une manière de rendre ces taxes redistributives plutôt que régressives. Nous, les économistes, quand on parle d'une taxe régressive, c'est une taxe qui est payée plus que proportionnellement par les pauvres. Tandis qu'une taxe qu'on appelle progressive, ça va être une taxe qui va être surtout payée par les riches. Et donc, pour diminuer la résistance contre des taxes vertes, il faudrait que, par exemple, l'argent de la taxe va être utilisé à des fins redistributives, par exemple pour payer le 13e mois de l'AVS, ou pour quelque chose qui va pour la communauté où les plus bas revenus profitent plus que les riches. Et donc, en quelque sorte, c'est une question de comment on doit ficeler le paquet de taxes de manière à ce que pour le plus grand... On arrive à faire ça. Si on fait une taxe intelligente, un impôt intelligent vert, on peut faire qu'à la fin, 80% de la population vont avoir davantage d'argent dans leur poche qu'avant l'impôt, en redistribution, évidemment, le revenu fiscal. Troisièmement, c'est la communication. Quand moi ou mes collègues, quand on parle, personne ne comprend ce qu'on veut dire, et c'est clair que ce n'est pas un avantage. Donc quand on voyait les débats sur la votation CO2, un argument très fort qui a fait mouche, c'est que les régions un peu rurales, l'UDC a fortement utilisé l'argument que les régions rurales vont perdre. Si vous habitez à Genève ou à Morges ou à Lausanne, à côté d'un arrêt
un arrêt de bus, ben, pour vous, ça ne va pas tellement vous affecter, tandis que si vous habitez sur une colline à Uri, ben, ça va avoir un impact plus important pour vous. Et puis, les scientifiques, très souvent, on est trop compliqué, on explique mal les choses, et donc du coup, dans un débat, ben, même s'il y a beaucoup d'arguments scientifiques puissants pour certaines mesures d'environnement, ben, si on n'arrive pas bien à les expliquer, ben, du coup, ben, on ne va pas gagner les élections, les votations. Et le quatrième point, il est plus proche de ma propre recherche et des choses que j'ai montrées avant, c'est que il faut prévenir l'appropriation de la valeur des ressources. Donc la raison qu'il y a des guerres par rapport aux mines de diamants, de minéraux, de pétrole, etc., c'est que ces ressources sont très concentrées, en fait. Il n'y a pas dans tout le territoire d'Angola des mines et du pétrole, mais à certains endroits très précis. Donc s'il y a chez M. Marc-Éric un puits de pétrole et chez ma chère belle-mère les diamants, un gisement de diamants, ben, en fait, en quelque sorte, le reste du territoire, il n'y a rien et c'est très très concentré. Donc les rebelles, ils vont se jeter sur ces endroits qui ont beaucoup de valeur. Donc, pour éviter qu'on remplace des guerres de pétrole par des guerres d'autres choses, des guerres d'énergie solaire, etc., ben, ça ne serait pas super malin de faire des grandes installations d'énergie solaire très, très centralisées, mais peut-être c'est plus malin de mettre sur tous nos toits des panneaux solaires. Donc, un argument qu'on fait, c'est que c'est important d'être décentralisé. En fait, la décentralisation fait que personne n'a trop de pouvoir et personne n'a trop des incitations de voler des ressources parce que c'est très, très décentralisé. Puis en Suisse, ben, même le système politique suisse est très décentralisé. Qui a le pouvoir en Suisse? Ben, il y a 7 conseillers fédéraux, mais après, si vous êtes conseillère d'État dans un grand canton comme Vaud ou Berne, vous avez aussi pas mal de pouvoir. Si vous êtes directrice ou directeur de la Banque nationale suisse, vous avez du pouvoir. Donc, du coup, si on fait la liste, en Suisse, il y a peut-être une centaine de personnes qui ont pas mal de pouvoir. On n'est pas comme dans un pays où c'est le ou la dictatrice qui va avoir du pouvoir. Donc, du coup, cette décentralisation, c'est un facteur de paix et de succès en Suisse. Et puis aussi pour la transition énergétique, ce serait important de décentraliser le plus la production. En Suisse, on est très chanceux avec notre production hydroélectrique. Donc du coup, c'est génial. On a des milliers de petites sources de production. Et du coup, cette décentralisation en Suisse, mais aussi au-delà de la Suisse, est vraiment quelque chose d'important. Et aussi la localisation, on n'a pas envie d'avoir la main-d'œuvre importante. Si vous créez une nouvelle centrale pour produire l'électricité au Mali, vous n'avez pas envie d'avoir une main-d'œuvre qui vient d'un autre continent et qui produit tout et qui disparaît après. Vous avez plutôt envie de faire ça avec la population locale, ça va créer des jobs. Et puis, vous voulez faire ça de manière avec une énergie propre qui ne pollue pas localement. Donc, si on fait quelque chose en accord avec la population locale, ben, du coup, ça va être beaucoup mieux accepté aussi. Et donc, c'est vraiment important de plutôt privilégier des solutions un peu décentralisées. Donc, ça, c'est un peu certaines leçons de ce livre. Merci pour votre attention. Si vous avez des questions. Merci beaucoup.